ABM. 3 lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces 3 lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM oui, mais pourquoi? Avec qui? Comment faire et avec quels outils? C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Winband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de cold emails, autrement dit des emails envoyés spontanément à des prospects potentiels afin de susciter leur intérêt. Derrière ce type de prise de contact se cache une stratégie très élaborée qui, si elle est bien menée, s'inscrit dans une stratégie de marketing B2B dont l'ABM fait évidemment partie. Car oui, figurez-vous qu'écrire et envoyer un cold email ne s'improvise pas. Et pour nous en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Fabien Ferreira, consultant marketing et growth scientist. Sur la partie purement emailing, à l'époque, on était plutôt sur on envoie un message, il n'y a pas trop de compétition. Donc avant, les outils étaient assez chers. Il n'y a pas trop de compétition. On envoie un message où on est plutôt dans la vente. Globalement, si ça intéresse le top décideur, dans ces cas-là, effectivement, il va nous répondre et il y a un deal. Aujourd'hui, on est plutôt dans une approche relationnelle. Donc l'objectif de l'emailing, en fait, c'est tout simplement là pour lancer la relation et pas concrétiser la vente. Donc c'est vraiment deux états d'esprit, 2 écoles. Donc globalement, on fait effectivement ceux qui pensent que l'emailing est mort, c'est qu'ils n'ont pas encore adapté leur méthode. Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM Experience épisode 9, c'est parti. L'email fait partie de la boîte à outils du commercial depuis toujours, ou presque, et finalement n'a jamais été aussi puissant et utile qu'aujourd'hui. Alors derrière l'anglicisme cold email, en fait ça désigne une pratique marketing et commerciale qui consiste à adresser un email ou un message à un prospect sans que ce dernier n'ait demandé à le recevoir. Du spam, pensez-vous? En fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Le cold email, comme son cousin le cold call pour les appels téléphoniques commerciaux non sollicités, c'est vraiment une démarche B2B qui vise à toucher la bonne personne au bon moment. Alors pour cela, on utilise exclusivement des emails professionnels. L'idée n'est pas de vendre, mais bien d'étonner, de surprendre, de susciter l'intérêt et de prendre un rendez-vous. Cette prise de contact, après un ou plusieurs cold emails, ça marque généralement la réussite de la séquence. C'est ce qui fait qu'une stratégie de cold email a bien fonctionné. Le travail a payé et vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante avec l'activation de votre équipe commerciale. Pour envoyer des cold emails, il est nécessaire de trouver les adresses de messagerie qui sont vraiment utiles et ciblées. Et ça, c'est vraiment la première étape, la première chose à garder en tête pour construire des listes et alimenter vos campagnes. Alors évidemment, cette démarche ne peut se faire qu'une fois vos ICP, vos Ideal Customer Profile, validés, ainsi que vos personas. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 8 consacré à la création de vos profils clients idéaux. Pour trouver des contacts, ici, il existe plusieurs possibilités. La plus facile est celle de l'achat des fichiers existants. Alors, c'est pas très innovant parce qu'en fait, ça fait des années que les commerciaux travaillent comme ça. Ça fonctionnait de cette manière à l'ère pré-digitale. Mais aujourd'hui, si une liste est toujours actualisée, ça peut être également un outil intéressant à considérer. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le scrapping d'email. C'est une technique de growth hacking qui fait parfois grincer des dents et qui permet de collecter les contacts de professionnels depuis des plateformes comme Google ou LinkedIn par exemple. Pour cela, il existe des outils capables de passer en revue tous les profils qui vous intéressent afin de trouver les contacts associés. Techniquement, vous pouvez ainsi faire enrichir toutes ces données par des prestataires spécialisés. Ça peut être des personnes qui sont identifiées sur LinkedIn Sales Navigator, des personnes qui interagissent avec vos publications ou celles de vos concurrents. Et ce qui est important évidemment, c'est de bien respecter les options de désabonnement, en limiter le nombre et en ciblant uniquement des personnes en lien direct avec votre activité. Alors toutefois, c'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est forcément quelque chose à faire. Le scrapping d'email et le RGPD, ça fait pas toujours bon ménage et les interprétations sont sujets à débat. Il est donc recommandé de vous démarquer avec une tactique de message sur LinkedIn en parallèle du cold email. Et si vraiment c'est du scrapping d'email que vous voulez faire, notre recommandation c'est vraiment de faire ce travail sur quelques contacts qui ont une probabilité très forte de s'intéresser à votre communication. En fait, l'interprétation est simple, c'est que plus les taux d'ouverture et les taux de clics seront élevés, moins vous risquez d'être assimilé à un spammer. Dans tous les cas, pour mettre en place une stratégie de scrapping d'email,
Vous devez vous mettre en conformité avec les pratiques édictées par la CNIL, que vous retrouverez en lien avec ce podcast. La troisième option, plus facile et plus directe, concerne directement les visiteurs de votre site web. En fait, à travers des outils d'IP tracking, il est possible d'identifier les sociétés qui visitent votre site. Ensuite, ces données peuvent être enrichies par des outils et des plateformes professionnelles afin de les croiser et de trouver les bons interlocuteurs au sein de ces sociétés. Enfin, la meilleure option, c'est celle de vos leads entrants, de vos prospects qui viennent vous demander des informations. Ce sont des personnes qui, par exemple, s'inscrivent à votre newsletter, qui téléchargent un livre blanc ou qui participent à un webinaire. Ce sont des contacts extrêmement précieux, toutefois il faut bien garder en mémoire que vous n'aurez qu'une seule chance de faire bonne impression. Lorsque vous leur envoyez un email, il faut donc adapter votre discours en fonction du niveau de maturité supposé du prospect et de son contexte. Pour qu'une campagne de cold email soit efficace, la qualité des fichiers est indispensable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi personnaliser ces messages. C'est d'ailleurs le b.a-ba de l'ABM. Envoyer le même email générique à tout le monde est une perte de temps, une perte d'argent, et ça peut nuire à l'image de votre entreprise, voire à être blacklisté des serveurs d'envoi, ce qui aura pour conséquence de faire passer tous vos messages en spam. Pour personnaliser vos messages, vous devez donc connaître vos prospects de manière poussée et cerner leurs problématiques afin d'adapter votre discours commercial. Pour cela, il faut miser sur la data. La data comportementale est notamment très importante. C'est ce qui permet notamment une connexion entre les outils du marketing automation et votre CRM, mais également par l'alignement des équipes commerciales et marketing afin de faire passer les bons messages. Rappelons que la personnalisation, ça ne doit pas forcément se limiter simplement au nom du prospect qu'on doit inclure dans l'objet ou dans le corps du message. La personnalisation doit prendre en compte les différents aspects, comme par exemple les points de friction de vos prospects, les problématiques, sa maturité dans le cycle d'achat, son niveau hiérarchique et son secteur d'activité. Imaginez que vous êtes à un repas d'affaires et qu'un vendeur se présente à vous subitement pour vous débiter un discours commercial convenu. Ça sera une étrange sensation, pas vrai? Le cold email, s'il est mal réalisé, c'est un peu la même chose. En revanche, si ce vendeur prend le temps de se présenter, d'échanger quelques banalités, de vous dire bonjour, de discuter avec vous, vous serez sans doute un peu plus à l'aise et un peu plus à l'écoute. Cette étape s'appelle en anglais le warm-up, la phase d'échauffement. Ça consiste à envoyer des signaux positifs à vos interlocuteurs potentiels avant d'envoyer une séquence de cold email. Non seulement ils auront une vision précise de qui vous êtes, mais en plus ils trouveront vos emails moins intrusifs. Un cold email finalement c'est un peu comme une interaction sociale. Il faut prendre le temps de créer cette connexion émotionnelle avant d'aller plus loin. Quelques exemples pour faire en sorte de faciliter votre travail de cold email, va être de suivre vos prospects sur LinkedIn ou sur Twitter. Ils sauront un petit peu qui vous êtes avant que vous puissiez leur envoyer un email. Vous pouvez également les inviter à rejoindre votre réseau. Vous pouvez liker, commenter leurs publications, rejoindre les groupes auxquels ils participent, que ce soit sur LinkedIn, Slack ou encore Facebook. N'hésitez pas non plus à commenter ou à partager leurs articles de blog, les féliciter en cas de promotion professionnelle ou de changement de poste, voire de date d'anniversaire, ou encore de partager avec eux une information que vous pensez être intéressante dans leur contexte. Cette phase de warm-up, elle est vraiment essentielle pour s'assurer une bonne délivrabilité de vos emails. Le but, c'est un peu de donner avant de recevoir. Et pour cela, tous les moyens non intrusifs d'entrer en contact seront autant d'opportunités de se faire remarquer, mais également d'apporter de la valeur. Il sera ainsi plus facile de faire tous les suivis nécessaires avec vos cold emails une fois la mise en relation effectuée. Dernier point à garder en mémoire, c'est la qualité de votre message. Le cold email n'a pas pour but de valoriser votre marque, mais de résoudre le problème de votre interlocuteur. Et ça, c'est très important à garder en mémoire. Le cold email n'est pas là pour vous présenter, pour présenter votre marque ou pour dire que vos produits sont les meilleurs du monde. Il doit être là pour résoudre un problème, pour accompagner un client et pour lui apporter de la valeur. Votre message pour cela doit donc être court, personnalisé, parler du bénéfice client. Et vous pouvez également proposer quelques petits cadeaux ou quelques suppléments qui peuvent être intéressants, comme une vidéo, comme le téléchargement d'un document, un livre blanc, voire tout simplement convenir d'une date pour une démonstration produit. Ce qui compte, c'est que votre email ne doit pas impliquer un effort de compréhension trop important. On reçoit tous des centaines d'emails par jour, parfois certains non sollicités, et plus ils sont courts, directs, rapides et ils apportent de la valeur, plus on sera à même de les ouvrir et de passer à travers et de faire une réponse positive au vendeur qui l'a envoyé. Concrètement, si vous demandez une date pour un rendez-vous téléphonique, vous devez faire en sorte que votre interlocuteur puisse choisir un créneau disponible dans votre agenda en un seul clic. Alors pour ça, il existe des outils comme Calendly ou comme la solution Réunion de CRM HubSpot par exemple, mais ça permet de créer une meilleure expérience, de faire gagner du temps à votre interlocuteur et ainsi de faciliter cette mise en relation. Enfin, le cold email, ça doit se construire sous forme de séquence. C'est un peu comme un scénario de film avec un début, un milieu et une fin. Ne pas avoir de réponse après un premier email, c'est pas trop grave. Ça doit pas vous décourager d'en envoyer un deuxième,
mais il faut que celui-ci soit cohérent et s'inscrive dans une séquence qui est prédéterminée. Ainsi, un deuxième email peut montrer des résultats concrets de votre action avec un cas client, avec un contenu de valeur à télécharger. Un troisième peut éventuellement inviter votre interlocuteur à participer à un événement. Et un dernier email peut offrir un diagnostic gratuit ou un service gratuit pour entrer en relation avec cette personne. Ce qui est important, c'est de toujours terminer votre séquence par ce qu'on appelle en anglais le break-up email. C'est une sorte de message d'adieu. Ça clôt la séquence. Si jamais ça n'a pas marché, ça permet de dire voilà, cette séquence est terminée, j'arrête de vous embêter. Et pour qu'il soit efficace et fonctionnel, ce break-up email peut avoir un ton humoristique selon le tone of voice de votre entreprise, la culture de votre entreprise, de votre marque. Il peut intégrer une photo, il peut intégrer une vidéo personnalisée. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, surtout n'insistez pas. Non seulement c'est mal poli, mais vous risquez en plus d'être définitivement blacklisté par votre interlocuteur. Et pour aller plus loin dans les campagnes de cold email, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Bonjour Fabien Ferreira, vous êtes consultant marketing et growth scientist. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission et votre quotidien, en quoi ça consiste ? Oui, bonjour Julien. En fait, effectivement, ma mission consiste à créer et expérimenter en fait des méthodes pour permettre à des entrepreneurs en fait de pouvoir développer leur activité de manière autonome et pérenne. Très bien. Et ça consiste en quoi ? Quel genre d'activité ? Donc uniquement dans le marketing ou également un peu dans le commercial ou Oui, en fait, c'est vraiment des méthodes grosses, donc dans le sens où en fait ça va être à la fois du marketing, une approche commerciale, aussi une approche revenu. En fait, tout ce qui va permettre de pouvoir en fait faire acquérir des clients, les convertir et les faire se développer par la suite. En fait, tout ce qui permet à une entreprise en fait de développer son chiffre d'affaires de manière sur le long terme. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet de l'email, plus particulièrement du cold email. Alors, en préparant cette émission, je vois régulièrement des articles qui disent que l'email est mort, que c'est un canal de communication qui est dépassé. C'est vrai que ça a été créé il y a plus de 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'email et est-ce que ça fonctionne vraiment, cette stratégie de cold email ? Alors en fait, l'emailing n'est pas mort. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'emailing, ceux qui disent que l'emailing est mort, en fait, c'est que les méthodes changent. Donc globalement, effectivement, l'emailing d'aujourd'hui n'est plus l'emailing d'hier. Mais comme la pub d'aujourd'hui n'est plus la pub d'hier, l'influence d'aujourd'hui n'est plus l'influence d'hier. En fait, c'est valable sur tous les canaux d'acquisition. Et en fait, effectivement, c'est juste, il faut se réinventer, il faut changer ses méthodes. Donc des fois, reformer ses équipes. Et en fait, sur la partie purement emailing, à l'époque, on était plutôt sur, on envoie un message, il n'y a pas trop de compétition. Donc avant, les outils étaient assez chers. On envoie un message où on est plutôt dans la vente. Globalement, si ça intéresse le top décideur, dans ces cas-là, effectivement, il va nous répondre et il y a un deal. Aujourd'hui, on est plutôt dans une approche relationnelle. Donc, l'objectif de l'emailing, en fait, c'est tout simplement là pour lancer la relation et pas concrétiser la vente. Donc, c'est vraiment deux états d'esprit, deux écoles. Donc, globalement, on fait effectivement ceux qui pensent que l'emailing est mort, c'est qu'ils n'ont pas encore adapté leur méthode. Et comment on fait pour adapter cette méthode ? Parce que il y a des outils, des changements technologiques, on va en parler dans un instant, mais il y a également une question d'état d'esprit, je pense. Quels sont, vous, dans votre quotidien, en tout cas, les sujets qui vous frappent quand on parle de l'email aujourd'hui ? Les sujets qui me frappent le plus, en fait, finalement, c'est le manque de considération face, en fait, aujourd'hui à la prospection, de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, quand je considère en fait mon prospect comme quelqu'un qui, j'envoie un message, il va acheter. Enfin, comme ça, c'est, je veux dire, traité comme un petit peu à l'époque en mode en mass market, quoi, finalement. Il y a plus le côté en fait humain, il y a plus le côté relationnel, il y a plus le côté complicité, il y a pas le côté long terme non plus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est prospection et comme je disais, plein d'autres choses en 2022. Mais en tout cas, effectivement, en fait, ça c'est amené à changer. On recherche de l'humain, on recherche de la complicité, on recherche pas effectivement à travailler qu'avec une marque. On cherche aussi à avoir un bon fit, un bon relationnel, aussi avec la personne qui nous contacte. Donc en fait c'est ça. Et globalement, comme vous le disiez, Julien, l'idée derrière tout ça, c'est comment on arrive à prendre du recul sur les nouvelles tendances pour effectivement adapter sa méthodologie, sa manière de faire, pour ensuite avoir du résultat et enfin retrouver de la performance. Alors c'est hyper intéressant parce que le cold email, en fait, c'est bien plus compliqué que juste de se connecter, d'envoyer un email et de toucher la bonne personne. Il faut
Il faut des fichiers, il faut des scénarios, il faut penser tout ça très en amont avec des landing pages, avec des contenus à télécharger, etc. Aujourd'hui, qui s'en occupe concrètement dans une entreprise? Est-ce que c'est compliqué et combien de temps ça prend? Ouais, alors là c'est le moment d'introduire en fait la différence entre le cold emailing et l'emailing de type marketing. En fait, la différence entre les deux, c'est que l'emailing de type marketing, c'est tout ce qui va être les outils ActiveCampaign, Sendinblue en France, etc. Donc, c'est en fait des emails qui, par exemple, vont être envoyés depuis un serveur. On va pas parler technique, mais en tout cas, qui vont être envoyés en fait suite à une réaction. Je vais sur ton site. Je mets mon adresse mail, je clique sur recevoir un contenu, ça sera envoyé par un email en fait de type marketing. Le cold emailing en fait c'est l'emailing en fait à froid, donc l'emailing de prospection. Et en fait ça c'est des emails effectivement où il faut effectivement comme vous le disiez Julien, monter des listes, on monte des listes de prospects et en fait via un outil, ça va envoyer un petit peu de manière semi-automatisée, c'est-à-dire qu'en fait c'est un outil qui se fait passer pour un humain. Donc, en fait, il envoie un email par un, comme ça, à ses différents contacts, suivant un scénario prédéfini. Et là, l'objectif, c'est vraiment si la personne me répond, à ce moment-là, le scénario s'arrête. À la différence du marketing où, par exemple, on peut être dans une newsletter, on peut répondre à une newsletter, on recevra la newsletter d'après. Donc voilà, c'est vraiment des séquences pensées différemment et donc aussi par des équipes différentes. Toute la partie purement, je crée du contenu, je le mets sur mon site, ce qu'on appelle plus communément le lead magnet. Par exemple, ça va être souvent géré par l'équipe marketing. Par exemple, on fait un livre blanc, on fait un petit book, etc. Et toute la partie cold emailing, en tout cas, vaut mieux pas que ce soit l'équipe marketing qui traite les emails, pour la simple et bonne raison que l'équipe marketing a tendance à en faire un petit peu trop sur comment je parle du produit, comment je présente mon offre. Un objet par exemple de mail marketing, on a l'impression effectivement qu'on est dans une publicité. Mais alors que l'objectif en fait c'est d'être vraiment dans le relationnel et souvent en fait le commercial a plus cette approche-là. D'accord. Donc ce que j'entends c'est que le marketing est là plus en soutien, mais la création en tout cas toute la conceptualisation du cold email, c'est plutôt au niveau commercial que ça se passe? En fait, ce qu'il y a c'est que les deux doivent travailler ensemble. Après ce qu'il y a c'est qu'il y a des états d'esprit différents. Donc globalement, en fait, souvent un commercial va avoir tendance effectivement à se dire mon objectif à moi c'est quoi? C'est d'obtenir une réponse. L'objectif des fois du marketing, c'est tout simplement d'obtenir un clic, d'obtenir une visite, d'obtenir un téléchargement. Donc en fait, ça va être la manière dont on va structurer l'email, qui va être par exemple à rajouter des fois de l'HTML, par exemple dans un email marketing. Donc vous savez les petits blocs qui sont très jolis qu'on reçoit en fait, par exemple pour recevoir une belle promotion de 20%. À la suite, par exemple, d'une visite sur un site. Quand on dit sur du cold emailing, on part d'un email vierge. On part d'un email, en fait, c'est un bloc-notes. C'est juste du texte sur fond blanc. C'est pas joli, donc ça plaît pas trop au marketing, mais ça fonctionne. D'accord. Parce que ça s'approche, en fait, de ce qu'on peut faire avec sa propre boîte mail, en fait. D'accord. Non, c'est intéressant. Mais alors, pour bien faire justement une bonne stratégie de cold emailing, il faut des outils. Vous avez parlé de Sendinblue, vous avez parlé de ActiveCampaign. On peut citer Mailchimp, HubSpot, etc. Quels sont les outils qui sont vraiment nécessaires pour faire du cold email? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué à utiliser? Alors, on va démystifier le truc, effectivement, c'est que ça coûte pas cher ou ça coûte de moins en moins cher. Donc, en fait, ça, c'est aussi, c'est une bonne nouvelle, en fait, pour les personnes, effectivement, qui n'avaient pas accès à ces outils à l'époque. Par contre, ce qui est une moins bonne nouvelle pour les décideurs qui reçoivent de plus en plus d'emails de prospection. Après, effectivement, dans les outils, si on cite, par exemple, les outils français, par exemple, il y a Lemlist qui est très connu. Et il y a aussi la grosse machine qui est très connue. On va dire qu'aujourd'hui, en fait, la guerre n'est pas sur l'outil, et plutôt sur la méthodologie. Globalement, un outil, ça envoie des emails. Donc, il suffit le plus important, c'est à qui on l'envoie, à quel moment on envoie quoi comme message et sur quel canal. Donc, en fait, c'est un peu ça la clé de la méthode et moins effectivement l'outil. Mais après, on parlait d'argent. Donc, combien ça coûte tout ça? Ouais. C'est un sujet intéressant parce que on peut se dire le cold email, c'est quoi? Ça a l'air un peu compliqué. Est-ce que c'est plutôt pour les grands groupes ou est-ce que toutes les entreprises peuvent investir dans le cold email? En fait, c'est vraiment bien souvent quand on fait du B2B, c'est souvent le premier maillon de la chaîne de prospection. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. L'email, c'est très rentable quand on fait du B2B et qu'on est sur des cycles de vente un peu longs et qu'effectivement après on a des
on a des paniers moyens, par exemple, à plus de 1 000 euros. Ce que je veux dire, c'est qu'un email, c'est quasiment gratuit à envoyer. Quand je dis gratuit, on va donner un montant parce que c'est vrai que des fois, il faut le lisser, mais on est sur entre 100 et 250 euros par mois pour la suite complète des outils. En fait, quand on parle d'outils de prospection, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas juste une boîte qui envoie des emails à notre place. En fait, ça comprend aussi, par exemple, si on s'appuie sur LinkedIn, en fait, de payer l'outil Sales Navigator de LinkedIn, qui est en fait un petit peu le moteur de recherche un petit peu boosté pour qu'on puisse aller affiner notre recherche au travers de différents ciblages. Donc ça, c'est par exemple Sales Navigator. Après, il faut trouver l'email parce que quand on a des contacts sur LinkedIn, c'est sympa, mais c'est juste une liste pour l'instant. Donc il y a une jolie photo, un nom, un prénom, une entreprise, mais on n'a pas l'email. Ou des fois on a l'email personnel. Donc ça suffit pas et c'est pas intéressant pour prospecter. On reviendra tout à l'heure sur la partie RGPD. Mais en tout cas, voilà, il faut un outil comme Drop Contact qui globalement en fait s'intègre aux outils aujourd'hui de prospection et qui va permettre lui de trouver l'email, de qu'on appelle nettoyer le nom, le prénom, etc. Quelqu'un qui a mis son nom dans son prénom et son prénom dans son nom, ou qui a mal écrit son nom, ou qui a sur LinkedIn mis par exemple Fabien avec une petite flamme, on va pas envoyer bonjour Fabien avec une petite flamme. Voilà, ce qui fait pas très propre et ce qui sent l'automatisation à plein nez. Donc voilà, en tout cas, c'est une suite au moins de 3 outils. Sales Navigator, outil LinkedIn pour aller faire ses recherches, Drop Contact pour aller nettoyer les listes de contacts et trouver l'adresse email, et un outil comme Lemlist ou la grosse machine derrière, effectivement, qui va permettre de créer les séquences, rajouter la petite copie, donc en fait ce qui est le texte dans les emails, et d'envoyer tout ça. Et en interne, au sein d'une entreprise, pour les dirigeants qui nous écoutent, il faut combien de personnes pour gérer ça? C'est quoi? C'est une personne au marketing, une personne au commercial, une personne à la com, une personne au service IT, ou ça prend combien de temps, combien d'heures par semaine? Je sais pas si on peut donner quelques indications un peu pratiques. Carrément. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'emailing, c'est quelque chose qui se set up. Ça veut dire qu'une fois que les outils sont là, sont synchronisés, entre guillemets, sont préconfigurés. À partir de là, en fait, ça devient une sorte de routine qui prend pas tant de temps que ça. La première chose dans le setup, on va dire, c'est tout ce qui va être la délivrabilité. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais la délivrabilité, c'est le fait que l'email qu'on envoie soit reçu dans la boîte mail, en fait, de son décisionnaire. Donc, l'email qu'on envoie, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu comme quand on voyage en Europe et dans le monde, on a besoin de passeport, etc. On passe des douanes. C'est la même chose avec des boîtes mail, en fait. Il faut avoir sa carte d'identité, il faut avoir son petit passeport. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle le SPF, le DKIM, le DMARC. C'est des noms un peu techniques, mais ça, l'avantage, c'est que ça se configure en 5 à 10 minutes. Mais c'est juste qu'effectivement, il faut soit faire une petite recherche Google, soit avoir quelqu'un dans son équipe où quand on lui en parle, il sait déjà. Mais globalement, ça se configure très rapidement. Oui, parce que le risque, en fait, c'est que si on envoie trop aux mauvaises personnes, on risque d'être blacklisté, d'être repéré par les différents outils et finalement de passer pour un spammer. Et c'est pas du tout ça, le cold email. C'est pas du tout du spam, on est d'accord, hein? C'est exactement ça. En fait, c'est totalement ça. L'objectif au départ, c'est de se dire, OK, comment je maximise ma délivrabilité? Comment je fais que sur 100 emails envoyés, j'ai 100 emails qui sont reçus et si possible lus. Et après, si possible, répondus. Voilà, ça va encore autre chose. Mais effectivement, à côté de ça, c'est de se dire, je dois, entre guillemets, automatiser ma manière d'envoyer mes emails. Mais en fait, donc, plus j'ai une cible qui est, entre guillemets, précise, plus j'adresse un message précis, plus j'aurai des réponses, meilleure ma délivrabilité sera. Si j'envoie un message, par exemple, je sais pas, je vends un logiciel de facturation et je contacte des personnes qui n'ont pas besoin de logiciel de facturation, autant dire qu'ils seront pas intéressés et effectivement, ils me répondront pas, ma délivrabilité risque de chuter si je le fais trop de fois. D'accord. De la même manière, on parle aussi souvent de quotas. En marketing, on peut envoyer en un seul clic 1000, 2000, 5000 emails dans une newsletter. Quand on fait du cold emailing, c'est des emails qui sont envoyés en fait par cadence, donc une minute, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, ça dépend du nombre d'envois dans la journée, mais on conseille à peu près 50 emails par commerciaux. Donc en fait, et par jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle manière en fait de penser, c'est de se dire, je dois avoir une audience bien définie, donc une liste de décisionnaires en fait, de prospects, et ensuite après effectivement, je rédige toute la partie copywriting, donc la partie rédaction. Je lance ça. Et après, en fait, la question, effectivement, du temps passé, ça va être sur l'optimisation. Donc, en fait, c'est, est-ce que ma campagne fonctionne? Comment je peux l'améliorer? Et après, entre guillemets, pour moi, les 80% du job après,
quand c'est l'envoyer et que ça fonctionne, c'est de répondre à ces mails, d'être régulier, d'être organisé, de se dire que si quelqu'un me dit oui Fabien, ça m'intéresse, que je puisse lui répondre maintenant, organiser un échange. S'il me dit ça m'intéresse mais peut-être dans 3 mois, de le mettre dans mon CRM et de planifier peut-être une activité. S'il me dit ça m'intéresse pas, de comprendre pourquoi ça l'intéresse pas. Peut-être que c'est je suis avec un de vos concurrents et dans 8 mois peut-être qu'on va renouveler ou pas l'offre, donc ça mériterait en tout cas de l'appeler à ce moment-là. Enfin après c'est tous les signaux en fait qu'on peut détecter et qui permet en fait à un commercial de bien faire son job. Comment on fait pour savoir si une campagne fonctionne? Alors, vous parliez à l'instant des rendez-vous, etc. Mais est-ce qu'il y a des indicateurs, des KPI, des indicateurs clés de performance qui sont vraiment pratiques et concrets quand on parle de cold email? Qu'est-ce qu'il faut surveiller en tant que manager marketing? Ouais, globalement, en fait, on en surveille quatre différents. Le premier, ça va être le taux d'ouverture. C'est pas le plus intéressant. En vrai, c'est souvent ce qu'on appelle de la vanity métrique. Donc, autant dire que quelqu'un qui a un taux d'ouverture à 90%, on peut pas le féliciter. C'est juste normal. Mais en tout cas, ça caractérise le fait déjà d'avoir une bonne délivrabilité. J'envoie un email. OK. En fait, il est reçu et il est ouvert. C'est déjà la première étape. Donc ça, c'est la première KPI. Ensuite, la deuxième, effectivement, ça va être notre taux de réponse. Est-ce que mon message est suffisamment bien perçu pour avoir des réponses? Après, on a une troisième qui est assez importante, c'est des réponses, on peut en avoir. Mais des fois, on a des réponses, arrêtez de me spammer, votre produit ne m'intéresse pas. En fait, c'est pas des bonnes réponses. Ça, c'est des réponses sur la mauvaise audience, etc. Donc, autant dire qu'après, il y a ce qu'on appelle en fait le taux d'intérêt. Sur X réponses, combien ont été réellement intéressés et combien ne le sont pas. Et après, en fait, le plus important, c'est le nombre de rendez-vous, en fait, réellement planifiés dans l'agenda du commercial. Donc, à la suite d'une campagne. Et si jamais les résultats sont pas bons, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on laisse tourner la campagne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir une tendance et pas s'affoler trop vite? Ou est-ce qu'au contraire, il faut agir très très vite et je sais pas, faire quelques modifications et si oui, lesquelles? Ouais, alors il y a deux choses en fait à prendre en compte. La première, c'est que quand on envoie une campagne email, on le fait pas trop pifomètre dans le sens où en fait on fait systématiquement ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc l'A/B testing, en fait, c'est le fait déjà d'avoir plusieurs scénarios, plusieurs types de messages, plusieurs types d'objets dans la même campagne. Donc l'avantage, en fait, c'est que quand on envoie une campagne, on a à minima donc 2 objets différents, 2 types d'accroches différentes, et au moins ça permet déjà de se dire je lance ça, mais j'aurais expérimenté 3 à 4 tests. Et après la bonne méthode, en fait, c'est de pas attendre sur le temps, enfin sur une échelle de temps, mais plutôt sur une échelle de volume. Globalement, on conseille souvent entre 200, 300 prospects touchés. On regarde un peu les résultats. Est-ce que ça a ouvert? Est-ce que ça a répondu ou pas? Ça sert à rien d'envoyer sur 600, 700, 1000 personnes quand ça marche pas sur un petit panel. Il faut qu'il soit représentatif. C'est aussi ça le vrai sujet. Des fois, il y a des personnes qui envoient 3 emails. Oula, ça ouvre pas, ça répond pas, ça marche pas. En fait, non, c'est pas représentatif. Donc, au moins une bonne centaine, 200, 300, c'est vraiment un peu la best practice. Et si jamais ça marche pas, qu'est-ce qu'on ajuste? Qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'on change le message? Est-ce qu'on change l'outil? C'est quoi dans quelle direction on se dirige pour ça? Alors, en fait, comme il y a plusieurs types de KPI, en fait, si là, par exemple, la KPI d'ouverture ne fonctionne pas, c'est problème de délivrabilité. Donc, délivrabilité, en fait, déjà, c'est est-ce qu'on a bien fait la configuration technique? Donc, pour info, pour ceux qui nous écoutent, il y a des outils très, très simples à mettre en place comme MX Toolbox. Donc, on le mettra peut-être en lien, mais en tout cas, c'est MX Tool comme un tool en anglais et box. Et en fait, ça permet tout simplement d'analyser la santé, en fait, d'un domaine et de dire effectivement, s'il y a un petit voyant rouge, c'est que c'est pas bon. Si les voyants sont orange ou vert, c'est que c'est OK. Donc ça, c'est un test qui, globalement, si on a un mauvais taux d'ouverture, c'est la première chose à faire. C'est OK, est-ce que, en fait, je suis passé en spam? Est-ce que ma configuration est bonne? La deuxième étape, c'est après, effectivement, est-ce que mon objet il était peut-être pas sensationnel, en fait. Un bon taux d'ouverture, ça dépend toujours, en fait, de la cible à laquelle on s'adresse. Si c'est, par exemple, des DRH, des experts comptables, par exemple, qui sont beaucoup plus sollicités que des entrepreneurs, start-upers qui, eux, effectivement, vont avoir tendance à beaucoup ouvrir leur email. Mais globalement, moins de 50% de taux d'ouverture, on considère qu'il y a un problème de délivrabilité. Entre 50 et 65 sur des cibles compliquées, ça peut être le cas. Mais globalement, un bon taux d'ouverture, il faut que ça dépasse 80%. On est sur des cibles qualifiées. Enfin, j'ai l'impression que ces taux sont très très élevés, non? Dans le B2B, j'ai toujours cru comprendre que au-delà de 15-20%, c'était déjà un exploit. Les chiffres que vous annoncez, ça me paraît énorme.
on est vraiment sur un axe de cold emailing. Sur du marketing, un 15, 20, 25, 30, c'est possible. En fait, c'est parce qu'il y a énormément de masse. C'est des personnes qui laissent leur email. Des fois, c'est des bons, des fois, c'est des mauvais. Des fois, effectivement, ils ont récupéré un document, mais ils sont pas intéressés par la suite, etc. Par contre, quand on est vraiment dans la prospection, on veut du 100%. Une bonne campagne, c'est une campagne qui à 80% ouvre, mais parce qu'on a travaillé cette délivrabilité, parce que ça part de notre propre boîte mail. Ça, c'est important de le dire. Donc, globalement, en fait, les services, comme j'ai dit tout à l'heure, les fameuses douanes, la boîte email, par exemple, du destinataire, va pas penser que ça a été automatisé, donc va l'accepter plus facilement. Donc, ça va être ouvert plus facilement. Ça va pas passer dans promotion. Ça va pas passer, en fait, dans tous les autres onglets, par exemple, sur Google Gmail. Ok. Alors, il y a un sujet qui est incontournable quand on parle de cold email, c'est le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc, cette directive européenne qui a été mise en place en 2018. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire? Enfin, déjà, est-ce que c'est possible de faire du cold email en respectant les règles du RGPD? C'est complètement possible parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la RGPD, en fait, effectivement, est là pour protéger la personne, ses informations personnelles. Ça n'empêche pas de faire de la prospection sur à titre professionnel. Donc, si notre produit en fait est adapté en fait à leurs besoins. Donc ça, c'est déjà là. Il faut démystifier le truc. Effectivement, on ne va pas envoyer des emails sur des adresses Gmail, Yahoo, SFR. En tout cas, on va pas récupérer n'importe quel email qui tombe du camion pour envoyer nos campagnes de prospection. Ça, c'est pas très top. La CNIL est pas très contente là-dessus. Après, si on passe par exemple par des outils comme Drop Contact, qu'est-ce que va faire l'outil en fait? C'est que il va regarder votre nom, votre prénom, dans quelle entreprise vous travaillez, et en fait, algorithmiquement parlant, il va aller tester différents combinaisons pour trouver l'adresse mail valide. Donc, à la fin, on a une adresse mail professionnelle. Et comme je disais, hein, on va pas juste contacter quelqu'un avec salut, moi je fais par exemple de l'isolation de maison, et quelqu'un qui travaille effectivement dans une entreprise par exemple pharmaceutique. Ça s'appelle du spam. Ça pourrait effectivement RGPD, en tout cas, c'est pas RGPD compliant. Mais par contre, l'email de prospection classique, propre, avec une identification de cible, un bon copywriting, etc., ça passe. Parce qu'il y a un intérêt légitime, et parce qu'il y a aussi, vous respectez toutes les règles du RGPD, le lien de désabonnement, des inscriptions, etc., etc. Exactement. Après, il y a deux écoles sur le lien de désabonnement, mais en tout cas, effectivement, le lien de désabonnement est conseillé, fortement conseillé. Et par exemple, pour ma part, je mets systématiquement pas le lien de désabonnement en fait à la fin des emails. Et pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que l'objectif, quand on fait du cold emailing, c'est vraiment d'avoir une attache, un relationnel avec quelqu'un. Et en fait, le fait de dire, par exemple, bonjour Julien, je passais sur votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous avez fait quelques posts super intéressants sur la partie, par exemple, account-based marketing. Ça m'intéresserait qu'on échange ensemble. Ok, approche classique. Si à la fin, je saute 3 lignes et je mets si cet email ne vous intéresse pas, merci, cliquez ici. Bah en fait là, on vient de montrer que cet email est automatisé, et donc l'approche, elle perd un peu de son sens. C'est un peu comme si je suis dans la rue, je rencontre quelqu'un, je lui fais un super compliment, mais en fait cette personne comprend que ce sentiment était intentionné. Ça marche pas en fait. Humainement parlant, relationnellement parlant, ça marche pas. Donc en fait, moi je le mets pas parce que je me dis c'est à moi de bien faire mon boulot, de cibler les bonnes personnes avec le bon message, de ne pas les ennuyer, de pas faire des campagnes à rallonge. Moi je fais souvent des campagnes de 2 emails max, un message LinkedIn max. J'essaye pas de le faire sur 15 messages. Enfin des fois il y en a, ils le font effectivement, ils lâchent jamais comme on dit. Et le problème en fait, c'est qu'à un moment donné, effectivement, la personne, elle veut cliquer sur mettre en spam ou cliquer sur se désabonner. Mais dans mon cas, je me dis en fait non, c'est comme si j'ai trouvé votre contact et je l'écrivais à la main. En fait, j'ai pas besoin de mettre le lien parce que je veux juste automatiser ce que j'aurais fait manuellement et sans effectivement faire trop de volume non plus. Pour le RGPD, hein, on précise bien effectivement que si jamais nos auditeurs veulent en savoir plus, ne pas hésiter à se renseigner, à aller sur le site de la CNIL, voire à consulter un avocat ou un juriste spécialisé dans ces données. À l'instant, Fabien, vous parliez d'automatisation. Est-ce que c'est possible d'automatiser un cold email tout en restant humain et sincère? C'est en fait c'est là la difficulté. Globalement, en fait,
il y a deux approches quand on fait du cold emailing. En fait, il y a plutôt deux états d'esprit. Il y a ceux qui vont penser tout de suite, j'écris un message à 100 personnes. Donc, quand on écrit un message à 100 personnes, on a tendance à le rendre lisse, ennuyant, généraliste. Donc, ça va faire un peu bonjour, nous ce qu'on propose c'est ça, etc. C'est un peu ennuyant. En fait, la meilleure des techniques, en fait, c'est je prends ma liste, je sélectionne une personne. Bon, elle s'appelle Christine, elle est DRH dans un grand compte, et je vais écrire un message à Christine. Donc là, j'écris un message à Christine, et en fait, je vais l'envoyer aux autres personnes qui ressemblent à Christine. Et en fait, c'est comme ça qu'on automatise quelque chose qui se veut être un message assez relationnel. Alors, le cold email, est-ce que selon vous, c'est un outil qui est très démocratisé en entreprise, ou est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des hésitations, est-ce qu'il y a des blocages de la part des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, des dirigeants pour vraiment passer le cap? Je pense pas que ce soit un levier, en fait, effectivement, où il y a énormément de freins. Par contre, je pense que c'est un levier qui est assez mal compris. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises l'utilisent, mais beaucoup d'entreprises l'utilisent pas très bien. Et le problème, c'est qu'à la fin, en fait, ils se disent, ça marche pas. Par exemple, je prends des cas concrets, mais j'ai, je sais pas, 3% de taux de réponse. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais un bon taux de réponse, c'est entre, c'est 15, 20, 25%. Quelle que soit la réponse. Quelle que soit la réponse. Après, c'est pour ça qu'après, c'est pas des réponses positives systématiquement. Ouais. Mais comme on est là pour capter l'attention et juste créer une relation, on doit avoir une réponse quand on dit à quelqu'un ça m'intéresserait d'échanger en fait 5 minutes sur, par exemple. Donc toute la notion en fait elle est là. Quelles sont les hésitations, quels sont les freins qui bloqueraient les dirigeants d'entreprise de se lancer dans le cold email? Et je pense que les freins ça va être globalement, ils vont le penser comme un levier marketing, et en fait les taux de réponse seront pas là, donc les commerciaux entre guillemets n'auront pas suffisamment de rendez-vous et pas assez qualifiés. Et en fait, globalement, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir tendance à tirer sur le volume en disant, j'ai un mauvais taux de réponse. Donc, pour avoir plus de rendez-vous, il faut que j'envoie à plus de monde. Et en fait, très rapidement, en fait, on se retrouve avec des entreprises qui disent, moi, voilà, j'ai envoyé des emails cette année à plus de 30 000 contacts pour avoir à bout de souffle une centaine de rendez-vous. Et ça, typiquement, c'est mauvais. Parce que au tout départ on se dit ok ça marche un peu, ça marchote on va dire, mais assez rapidement on a fait en fait le tour de ses prospects, l'intention était pas top, la partie message était pas top, donc ce qu'il y a c'est qu'en fait on se grille un petit peu auprès de sa cible, et globalement c'est ça en fait, c'est là où on peut aller, le terrain où on peut aller qui est pas le terrain vraiment tip top, c'est d'avoir fait des mauvais messages à la mauvaise cible en masse. Et en fait, à la fin de se dire, on s'est carrément grillé en fait de tous nos secteurs. Et maintenant, en fait, envoyer un message juste gentil, sympa, etc. Ça passe plus. À partir du moment où on a déjà fait une approche en montrant notre intention, c'est difficile après de faire avec un joli sourire. Désolé, mais en fait, je suis gentil. N'oubliez pas. En fait, voilà, c'est. Donc, on est vraiment sur une stratégie qui doit être cohérente, qui doit vraiment plutôt miser sur le long terme avec des messages clés. Donc, c'est pas un détail, c'est pas un gadget, le cold email. C'est une vraie stratégie marketing, c'est une vraie stratégie qui est pensée, c'est bien ça. Clairement. En fait, c'est une stratégie qui est, c'est plus simple à faire que de la publicité en ligne. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement simple et c'est tellement proche de notre quotidien. On a tous accès à une boîte mail. Donc, comme on a tous accès à une boîte mail, tout le monde pense, savoir faire de bons emails, de type de prospection. Et le problème, c'est que c'est là-dessus où on tombe. C'est en fait, les outils sont moins chers, donc accessibles. On a tous accès à une boîte mail et on se dit, c'est pas si compliqué que ça. J'ai juste à, entre guillemets, charger la mule, mettre un petit texte, appuyer sur entrée et c'est parti. Et c'est là où on se plante souvent et c'est là où sont les déceptions. Et en fait, c'est là où après des entreprises, en fait, globalement, abandonnent. C'est le cas de le dire, abandonnent et essayent de chercher d'autres leviers. Mais en fait, non. Il faut savoir persévérer avec méthode. Très bien, on reste sur une note positive, c'est parfait. Merci beaucoup Fabien Ferreira, je rappelle que vous êtes consultant marketing et growth scientist. Un grand merci pour cet échange. À bientôt, merci. Merci Julien et à très vite. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse.
Nous avons beaucoup parlé de la personnalisation des emails dans le cadre des séquences de cold email, et c'est incontestablement l'une des clés du succès. Une étude de Salesloft, portant sur l'analyse de plus de 6 millions d'emails commerciaux, a démontré qu'en personnalisant seulement 20% du message, les taux d'ouverture augmentent de plus de 40% et les taux de réponse de plus de 112%. De quoi abandonner pour de bon tous vos messages génériques pour créer des vraies relations personnelles avec vos cibles. Aujourd'hui, les données sont partout. Et parfois, elles sont même un peu trop envahissantes pour les professionnels du marketing. Une étude de Nielsen, intitulée Era of Alignment, Future Focused Strategies for Brand Building and Customer Acquisition, souligne que 36% des marketeurs considèrent que l'accès aux données est extrêmement ou très difficile. 35% déclarent même que la précision et la qualité des données qu'ils ont à leur disposition pour travailler laissent à désirer. Dans ce contexte, Nielsen préconise d'investir dans de vraies stratégies de données, en misant surtout sur les données propriétaires ou ce qu'on appelle les first party data. Ce sont celles qui sont collectées directement auprès des utilisateurs avec leur consentement. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. Le cold email consiste à envoyer une séquence d'emails à un prospect sans qu'il l'ait demandé. Le but, c'est de créer une connexion émotionnelle et d'attirer son attention. Numéro 2. Personnaliser ces emails est indispensable pour augmenter le taux d'ouverture et de conversion. L'indicateur clé de performance pour mesurer la réussite d'une campagne repose sur le nombre de rendez-vous obtenus. Numéro 3. Le cold email fonctionne parce qu'il se base sur la technologie, que ce soit en matière de données, de CRM ou d'automatisation. Se faire accompagner par des professionnels, consultants ou agences permet de gagner du temps dans le déploiement d'une campagne marketing B2B. Et c'est la fin de notre 9e numéro consacré au cold email. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 10e épisode où nous parlerons du baromètre de l'état de l'ABM en France. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM? Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.